Bonsoir à vous, un plaisir comme toujours de vous retrouver sur Monaco Info. Voici le sommaire de cette nouvelle édition. La pongiste monégasque Xiaoxi Niang a décroché la médaille d'argent aux Jeux européens en Pologne. Un résultat historique pour la principauté. Nous recevrons dans quelques instants la secrétaire générale du comité olympique monégasque, Yvette Lambin-Berty, qui est évidemment très fière de ce résultat. On continuera ensuite à vous parler de sport dans ce journal avec la toute première édition du Glam Foot. Ce tournoi caritatif de futsal a réuni de nombreuses personnalités très connues des amoureux du ballon rond. Les prévisions saisonnières de Météo France sont sorties et il devrait à nouveau faire chaud cet été. Mais les orages de ce mois de juin vont-ils continuer durant les prochaines semaines? Élément de réponse dans ce journal avec Lucien Vernezoul, prévisionniste chez Météo France. Et pour refermer cette édition, nous vous emmènerons rencontrer Emmanuel Serrano, un ancien étudiant de la Principauté. Vous allez découvrir son aventure outre-Atlantique pour vivre son incroyable rêve américain. Mais nous débutons cette édition avec la suite de la visite princière dans le Piémont et la Ligurie. Après Pianezza, Livorno-Ferrari et Gênes, le prince Albert II s'est rendu dans deux autres fiefs italiens. Sur place, nous retrouvons Crisinda Tomel et Lionel Bernardi. Crisinda, le souverain, poursuit sa visite des sites en lien avec sa famille. Oui, c'est dans la matinée de mardi que le prince souverain s'est rendu à Rocca Grimalda, petite commune de la province d'Alessandrie dans le Piémont. C'est sur ces anciennes terres que le souverain a retracé les pas de ses ancêtres, puisque Rocca Grimalda a appartenu à sa famille durant 250 ans. Après avoir dévoilé le panneau signalétique d'appartenance au réseau des sites historiques Grimaldi de Monaco et inauguré une plaque en mémoire de sa venue, le souverain a reçu la citoyenneté d'honneur. Accompagné du maire, des autorités et de sa délégation, le prince Albert II est ensuite parti à la rencontre des habitants et a ainsi pu découvrir le patrimoine de la commune. Un rendez-vous à Rocca Grimalda qui s'est achevé avec la découverte de l'église Santa Limbania et la visite du château, une bâtisse datant du XIIe siècle et qui avait été achetée au XVIe siècle par une branche de la famille des Grimaldi de Gênes. On retrouve dans ce déplacement sur 2 jours du souverain finalement toute la typologie des sites historiques Grimaldi en Italie ou en France même, c'est-à-dire le mariage avec un membre de la famille princière. On a eu ce cas donc hier à Pianezza et à Livorno-Ferrari, une sœur du prince Louis Ier, on est au XVIIe siècle. Et puis là aujourd'hui on retrouve les Grimaldi de Gênes et avec cet après-midi à Carosio un fief plus ancien qui est contemporain de la prise de possession du rocher par Malizia. Donc ça, on sera véritablement aux origines de la dynastie, de la branche monégasque des Grimaldi. C'est toujours une grande émotion, mais dans tous ces sites, que ce soit en France ou en Italie, c'est vraiment des émotions particulières. En plus, quand c'est une ancienne commune, un ancien territoire qui porte le nom de Grimaldi, même s'il y a un A au lieu d'un I à la fin, mais c'est voilà, c'est très très impressionnant, c'est très prenant. Et vraiment, c'est un très beau village avec une histoire vraiment particulière. Après Rocca Grimalda, direction donc un autre ancien fief de la famille princière, c'est à Carosio que le prince souverain a passé l'après-midi de mardi. Cette place stratégique d'importance, située sur l'axe routier reliant Gênes à Gavi e Novi, a appartenu aussi à la famille Grimaldi de Gênes, mais cette fois entre les XIIIe et XVe siècles. Per la popolazione, prima di tutto, è un onore, perché comunque insomma, è un capo di Stato, è una persona conosciuta e infatti il paese è in fermento, aspettano con ansia la visita perché almeno anche per il paese, anche a livello diciamo di immagine, di turismo e tutto, perché comunque stiamo investendo molto sull'immagine del paese e questa è una buona opportunità. Lors de cette visite à Carosio, le souverain a pu s'entretenir avec la population locale et se promener dans les ruelles du village. Les habitants ayant compris l'intérêt du souverain pour le sport, l'équipe junior de football de ce village piémontais a même offert au prince souverain 2 maillots floqués
au nom de ses enfants. Et une attention qui a beaucoup touché le souverain et qui ravira sans doute les petits princes Jacques et Gabriella. Un déplacement dans le Piémont qui s'est clôturé par la découverte des ruines du château de Carrosio. Le prince Albert II, qui doit être en tout cas très fier de la monégasque Xiao Xingyang. Elle s'est en effet parée d'argent aux Jeux européens à Cracovie. La pongiste monégasque avait d'ailleurs bien débuté sa finale face à la Roumaine Bernadette Zox. Mais après un match disputé et engagé, le cours du jeu en aura voulu autrement. Xiao Xin échoue de peu et s'incline 4-7-3 après 56 minutes de jeu. Mais c'est bien avec l'argent autour du cou qu'elle repartira de cette compétition olympique réunissant les meilleures joueuses européennes. On rejoint à Cracovie notre envoyée spéciale Émilie Rousseau. Alors Émilie, on peut le dire, cette médaille monégasque est une performance historique dans une compétition très relevée. Oui, historique, car c'est tout simplement la première médaille pour Monaco à des Jeux européens. Et nous sommes avec la médaille d'argent. Xiao, que représente cette médaille pour toi? Je suis très contente de pouvoir amener une médaille d'argent, mais je veux toujours la médaille d'or. Donc cette fois-ci, voilà, la défaite, je pense que ça peut servir pour la future compétition. Je suis très émue aussi que je peux ramener une médaille pour la principauté, on peut dire pour mon pays. Ça me donne encore des motivations pour travailler derrière. Je sais qu'il y a des choses à travailler encore, il y a des choses encore à progresser. Donc demain, ça sera un nouveau départ. Xiao, médaille d'or aux Jeux méditerranéens l'an dernier, médaille d'or il y a un mois aux Jeux des petits États d'Europe. Maintenant, c'est quoi la suite? Tu as déjà les yeux rivés vers les Jeux olympiques de Paris 2024? Oui, pour moi, c'est que déjà, il faut se qualifier pour l'année prochaine, pour y aller au JO. Je pense qu'avec mon classement mondial, je suis certain ou sûr pour y aller. Et le prochain, c'est que j'essaye de faire les compétitions, les Open, comme on dit, pour gagner les classements mondiaux, pour avoir un bon tirage au sort. Xiao Xingyang qui a reçu sa médaille d'argent des mains de la secrétaire générale du comité, Yvette Lambert-Barty, qui est justement avec nous ce soir. Bonsoir à vous. Bonsoir. J'imagine que c'est une grande fierté pour vous de voir Monaco sur le podium des Jeux européens. On espérait bien pouvoir aller jusqu'à la phase finale, je dirais, mais accéder à la dernière phase, c'est-à-dire à la finale même, c'était inespéré et c'est une très grande fierté, effectivement. Un mot forcément sur Xiao Xingyang, c'est un petit bout de femme déterminée et pleine d'ambition. Xiao, c'est vraiment quelqu'un qui est un exemple, parce que c'est pas si facile dans notre pays. Quand on a un athlète, il est souvent seul. Il n'y a pas l'émulation de toute une équipe, une fédération, comme dans les grands pays. Et donc elle a le courage, la détermination, elle arrive à organiser déjà dans le travail, mais aussi de se conditionner pour avoir une ambition aussi forte que celle d'être présente à la finale des Jeux européens. Et elle y a réussi. Donc c'est remarquable. Et que représente cette médaille d'argent pour le sport monégasque, Yvette Lambert-Barty? Eh bien, elle représente un aboutissement d'une grande chaîne de travail et d'efforts. Récemment, et de moyens aussi. Récemment, nous avons pu, à l'occasion de la journée olympique, présenter un hommage au prince régnier pour tout ce qu'il a pu dans son règne mettre en œuvre pour la jeunesse et pour le sport. Et aujourd'hui, cette médaille, c'est l'illustration de tout ce grand chemin dont, bien sûr, le prince souverain actuel continue. C'est une politique à laquelle il tient énormément, que donner les moyens aux sportifs, l'environnement, et c'est surtout que ça va permettre aux autres de se dire, on peut y arriver. Et il était important pour vous de venir à Cracovie pour la soutenir et l'encourager, je suppose. Oui, je crois qu'il était important qu'officiellement, le comité olympique soit présent, parce que c'est un moment très important et on voit bien ici que les présidents sont là, les secrétaires généraux aussi. Et c'était normal d'être là pour être à ses côtés et pour l'encourager
Et je peux vous dire que vivre un match comme ce dernier, puisqu'on en a vécu quand même 2 autres, il fallait bien arriver à cette phase, c'est intense. Voilà, c'est beaucoup d'émotions. Merci beaucoup à vous Yvette Lombin-Berty d'avoir été avec nous depuis Cracovie pour évoquer la médaille d'argent historique de Xiaoxi Niang aux Jeux européens. Oui, c'est moi qui vous remercie. Un nouvel événement sportif d'envergure, je vous le disais en titre, s'est tenu ce mardi 27 juin en Principauté, précisément à l'espace Saint-Antoine. Son nom est le Glam Foot et il s'agit d'un tournoi de futsal qui a réuni notamment d'anciens footballeurs monégasques. Ces sportifs se sont affrontés lors de plusieurs matchs pour défendre différentes associations. Reportage sur place de Justin Hadel et de Thomas Dehuis. Après plusieurs mois de préparation, tout est prêt. Cette compétition de futsal, co-organisée par l'association Glam Foot et celle des Barbades-Géants de Monaco, est un moment sportif, convivial et surtout pour la bonne cause. Ça a été l'idée de nos Barbades-Géants qui jouent avec nous le reste de l'année en salle et sur le championnat corpo de Monaco Challenge. Il nous a proposé cette idée de créer un tournoi de foot en salle, de 5 contre 5, avec des personnalités du foot d'aujourd'hui qui sont toujours en activité, parce que nous, notre principale zone d'action, c'est sur les joueurs qui sont retraités. Et donc voilà, c'était une opportunité pour nous de faire grandir le nom des Barbades-Géants avec des personnalités d'aujourd'hui et de récolter des fonds d'une manière différente sur un nouveau format. Pour cette première édition, ce sont 4 équipes qui s'affrontent, chacune représentant une association. Sportifs, anciens footballeurs monégasques, influenceurs et personnalités composent les effectifs. Le but, mobiliser des stars au service d'enjeux caritatifs. C'était important pour moi parce que Monaco fait partie de ma vie. J'avais passé 2 belles années ici quand j'ai joué à l'AS Monaco et voilà, j'avais vraiment envie de faire cette association ici. Donc voilà, j'espère qu'on va tous profiter et passer un bon moment. Monaco, c'est un peu comme la maison, hein. J'ai passé des super bons moments. Donc pour quelque chose comme tout ce qui est caritatif, je pense que c'est le meilleur endroit pour moi pour revenir. Un bonheur donc, autant pour les joueurs que pour le public. À noter que quel que soit le classement final, toutes les équipes sont reparties avec des fonds pour leur association. Après Terry Tarpé qui a signé jeudi dernier pour 3 saisons, l'AS Monaco Basket a officialisé ce mardi l'arrivée de Mamdjete en provenance de Bologne. Le pivot international français de 28 ans et de 2,08 m a signé pour 2 ans en Principauté. Il renforce ainsi le secteur intérieur du championnat de France après 5 ans loin de l'Hexagone. À Bologne, Mamdjete a remporté une Super Coupe d'Italie, l'Eurocoupe 2022 et a atteint la finale du championnat face à Milan cette saison. Bienvenue à lui. Les 23 et 24 juin dernier s'est tenue la première édition du Batigolf Challenge. Cette compétition a réuni plus de 70 golfeurs amateurs venant du monde du bâtiment à Monaco et 20 golfeurs professionnels. Un événement qui s'est clôturé par une belle soirée avec la remise des prix et le sacre de l'équipe vainqueur de ce tout premier challenge. Outre la compétition, un généreux don de 26 120 € a été reversé à la Fondation Flavien. Depuis le mercredi 21 juin, c'est l'été, mais au vu de la météo, il est un peu difficile de se faire à cette idée. En France, pour la 36e journée consécutive, des orages violents se sont abattus sur 18 départements. Et à Monaco, le temps se montre aussi très capricieux. Pour nous expliquer ces épisodes orageux, nous recevons Lucien Vernezoul, prévisionniste chez Météo France. Bonsoir. Bonsoir. Alors finalement, est-ce que l'on peut dire que le temps devient un petit peu fou lorsque l'on voit les différentes intempéries qui ont eu lieu un petit peu de partout en France en ce mois de juin? Ça, forcément, ce sont des événements météorologiques singuliers qu'on peut retrouver en fait dans d'autres situations météo qu'on a déjà vécues sur d'autres années. Donc le temps ne devient pas forcément fou, comme vous le dites. Quel bilan, quelle conclusion peut-être vous tirez de ces orages violents qui ont eu lieu un petit peu de partout en France? Pas de conclusion vraiment particulière, parce que ce sont des événements qui peuvent arriver avec des conditions qui sont favorables à des orages forts. Ce sont des choses qui sont possibles et que nous avions en partie prévues. Des orages sont d'ailleurs à venir pour cette fin de semaine. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, une perturbation orageuse a traversé le pays depuis le nord-ouest jusque vers le sud-est de la France, en lien avec un air chaud en basse couche.
près du sol et une plage d'air froid en altitude qui va traverser justement le pays sur là jeudi et vendredi. On assiste aussi en ce début d'été à des différences de température parfois fulgurantes d'un jour à l'autre. Comment on peut l'expliquer ça? En fait, au début du mois de juin, on était sur une situation où un anticyclone était positionné sur les îles britanniques, ce qui a provoqué justement cette plage de température chaude et d'air sec dans toute la moitié nord du pays pendant une grande période. Et après cet événement, d'autres situations ont fait que le temps a été chaud sur d'autres endroits en France. D'ailleurs, je crois que pour cet été, selon les prévisions de Météo France, de très fortes chaleurs sont encore une fois attendues. Alors, pas spécialement au niveau des prévisions saisonnières. On s'attend à un été plus chaud, mais dans une logique de réchauffement climatique. Mais on ne sait pas à quel point est-ce qu'il sera plus chaud, de quelques degrés ou de plusieurs degrés. Cette différence, on ne sait pas à quel point ça va être différent des normales. Donc, on ne peut pas dire que ce sera un été très chaud. On s'attend juste à un été plus chaud. Quelles vont justement être un petit peu les tendances météo pour les 15 premiers jours de juillet? Pour les 15 premiers jours de juillet, tout d'abord, on va avoir un temps, des températures qui vont flirter un peu avec les normales, dans le sens où elles vont baisser légèrement, tout d'abord, et puis rester proche des normales ensuite pour les premiers jours de juillet. Arrivez-vous plus généralement à faire des prévisions précises en amont pour toute la saison estivale? Je crois qu'à chaque fois, vos prévisions sont à prendre avec beaucoup de précautions. Pourquoi? Exactement, parce que prévoir la météo à une longue échéance est quelque chose qui n'est pas possible aujourd'hui avec la puissance des supercalculateurs que nous avons. En revanche, une prévision climatique est quelque chose qui est faisable. C'est pour ça qu'on parle d'un réchauffement climatique, mais on ne peut pas parler avec précision de l'écart des températures au normal dans 15 jours ou 23 mois. Et Lucien, le prévisionniste que vous êtes, nous annonce quel type d'été avec toutes les précautions évidemment que l'on doit prendre? En prenant beaucoup de précautions, donc les températures, on s'attend à un été plus chaud que la normale, mais on ne sait pas si ce sera beaucoup plus chaud ou à peine quelques dizaines de degrés au-dessus des normales. Et au niveau des précipitations, donc un scénario n'est envisagé pour l'instant par les modèles de Météo France. Merci à vous, Lucien Verneuzoul, de nous avoir éclairé sur l'été qui nous attend ici en Principauté. Avec plaisir. Au salon Hélène Gray du Monte Carlo Beach, un atelier de sensibilisation à l'agriculture locale et à la biodiversité cultivée s'est tenu en début de semaine. Au centre des attentions, notamment l'oignon rose de Menton. Justin Adel et Thomas Deus ont échangé sur place avec Cyrielle Dumas, administrateur à la direction de l'environnement. Je vous propose de l'écouter. Aujourd'hui, la direction de l'environnement, on a voulu inviter en fait les chefs de notre label Restaurant Engagé que l'on anime en principauté avec Écosciences Provence. L'idée en fait, c'est que dans ce label, il y a la promotion des circuits courts, il y a un engagement à promouvoir aussi l'alimentation durable, la circularité et aussi le goût des bonnes choses, des bons produits. Et donc on s'est associé avec la Maison des Semences Paysannes qui a remis à goût du jour un produit de terroir qui avait été oublié, qui s'appelle l'oignon rose de Menton. Et voilà, aujourd'hui on veut faire connaître ce produit qui est revenu un peu sur les étals, chez les maraîchers, dans les jardins, et on veut qu'il revienne aussi sur les tables. Donc là il y a des préparations à l'oignon qui vont être faites pour que les chefs puissent discuter entre eux vraiment des propriétés culinaires de ce produit pour qu'ils puissent revenir dans nos assiettes. Je pense que c'est important pour nous consommateurs de promouvoir les circuits courts, pour manger des produits qui sont de qualité, qui n'ont pas traversé la planète entière pour arriver dans nos assiettes, pour retrouver du goût et pour retrouver aussi des intérêts au niveau de la nutrition et des nutriments contenus dans le produit. Les soldes, ça commence aujourd'hui en Principauté. L'occasion pour certains d'entre vous certainement de faire des achats. Mais avez-vous réellement prévu d'en profiter? Justin Adel et Lionel Bernardi sont allés vous poser la question. On a fait des petites choses pour mon mari et là donc on va aller voir les jouets pour le petit. Je ne vais pas profiter des soldes. Parce que j'ai tout ce qu'il me faut et que je ne suis pas une consommatrice invétérée. Pas encore, mais dès que j'ai l'occasion, oui, je vais y aller. On a déjà fait les soldes et on utilise en plus l'appli Carlo, donc c'est très intéressant. J'ai économisé assez d'argent pour dépenser ce que je veux, et donc j'achète ce que je veux, voilà. Toute l'année, j'achète ce qu'il me faut et non, ça ne m'intéresse pas particulièrement. Voilà. Bien sûr, on va faire des soldes, hein, on va faire tous les magasins là. Et on va prendre la meilleure solde.
Profitez-en évidemment, mais soyez raisonnables tout de même. Nous l'avions, c'est vrai, rencontré déjà en 2019. Emmanuel Serrano, un jeune lycéen de la Principauté, venait d'obtenir son bac et rêvait alors d'aller étudier au Berklee College of Music. C'est l'une des plus prestigieuses écoles de musique au monde qui se situe à Boston. 4 ans plus tard, Emmanuel est de retour ici à Monaco avec son diplôme en poche. Frédéric Elion est allé découvrir le rêve américain de ce jeune homme. Rencontre. C'est le genre de belle histoire tout droit sortie d'un film ou d'un conte de fées. Il y a 4 ans, Emmanuel Serrano, lycéen en Principauté, et tout juste bachelier, rêve d'étudier au Berklee College of Music, une prestigieuse université située à Boston. Après une audition réussie, un obstacle de taille se dresse sur la route de son rêve américain, boucler le financement du premier semestre. Grâce à un bel élan de solidarité et une campagne de crowdfunding, Emmanuel part à Boston et y brille pendant des années. Après avoir terminé ses études il y a 3 semaines, le jeune musicien est revenu en Principauté pour un mois avec son diplôme en poche. C'était une aventure incroyable sur tous les plans humains, sociaux, et d'un point de vue musical, j'ai accompli des choses et vécu des choses qui sont absolument incroyables. Berklee, c'est une des principales universités musicales. On a l'avantage de travailler avec des artistes et des professeurs de très bonne qualité. On a un matériel assez incroyable. Moi, j'avais un studio où je travaillais, c'était 2,5 millions de dollars d'équipement. Voilà, en 4 ans, j'ai eu très rapidement la chance de collaborer avec de très grands artistes et très grands producteurs, notamment Rob Lewis, qui est le producteur de Christina Aguilera. Il travaille sur Nickelodeon avec un grand nombre d'artistes que tout le monde connaît. Et c'est vrai que le fait de pouvoir évoluer aux alentours de ces personnes-là, ça permet de vraiment se développer et d'apprendre. Le jeune artiste a pu compter dès le début de l'aventure sur le soutien de 4 parrains et mentors, Robert Boisbouvier, François Ortelli, Marc Moreau et David Sirour. Ce dernier, alors président de la JCE, rencontre Emmanuel lors du concours Graines d'entrepreneurs. 5 ans plus tard, c'est l'heure des retrouvailles. Tous les jeunes devraient pouvoir aller au bout de leurs rêves quand ils y croient sincèrement. Et donc voilà, pour nous, c'est une fierté immense d'avoir vu ce jeune homme évoluer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là-bas, nous, on a donné l'impulsion, on a essayé de l'aider sur les premiers mois, mais il a pris le relais parce qu'il a travaillé dans le campus. Tous les gens là-bas l'adoraient. Il a été au tableau d'honneur tous les 6 mois et donc il a eu des bourses qui se sont déclenchées. À Monaco aussi, il y a une chaîne de solidarité énorme à travers des amis, le Lions Club de Monaco et d'autres. Tous les gens ont donné, ont essayé de l'aider, que ce soit en billets d'avion, que ce soit en argent ou en matériel informatique. Et de bout en bout, ça lui a permis d'aller au bout, mais il en est grandement responsable. Dans les prochaines semaines après son break à Monaco, Emmanuel Serrano va retourner aux États-Unis et s'installer à Los Angeles. Avec sa double casquette artiste-producteur, il discute actuellement avec plusieurs labels et va pouvoir étudier les différentes demandes pour poursuivre une carrière prometteuse. Comme chaque année, le pavillon Bozio a effectué sa remise de prix au sein de la cour d'honneur de la mairie de Monaco. Cette promotion 2023 a obtenu 100% de réussite avec 4 félicitations et 5 mentions. Les lauréats ont pu se voir remettre leur prix par son Altesse royale, la princesse Caroline de Hanovre. Toutes nos félicitations à eux. L'association des femmes chefs d'entreprise Monaco a organisé hier soir sa soirée d'été au Yacht Club de Monaco. L'occasion de célébrer une nouvelle fois la réussite des femmes dans le milieu professionnel en compagnie de tous leurs membres et de nombreux invités du monde économique monégasque. La princesse Charlène faisait aussi partie des convives présents lors de cette belle soirée. On termine ce journal comme chaque soir avec vos prévisions météo, alors que nous avons reçu justement un prévisionniste en invité il y a quelques instants. Nous allons nous intéresser au temps qu'il fera ce jeudi. Bonsoir à vous Yannick de Bever. Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Ce jeudi, ce sera tous aux abris. Des orages sont prévus à partir de midi et jusque dans la nuit. Les températures ne baisseront pas pour autant, il fera assez lourd avec un mercure compris entre 22 et 25 degrés. En ce jeudi 29 juin, nous fêterons Saint-Pierre et Saint-Paul. Saint-Pierre était celui sur qui Jésus s'est appuyé pour bâtir son église et Saint-Paul était l'un des principaux diffuseurs du christianisme en Méditerranée.
C'était il y a 20 ans. En 2003, l'exposition Super Warhol a marqué un tournant décisif dans la dimension culturelle du Grimaldi Forum. Dès lors, l'institution a acquis une reconnaissance à l'international grâce à l'association de 3 personnalités. L'iconique, évidemment, Andy Warhol, Germano Ceylan, commissaire de l'exposition, et Nathalie Crassé, jeune scénographe à l'aube d'une fulgurante ascension. Charlie Gallo, notre photographe, s'était à l'époque rendu sur place pour immortaliser cette exposition marquante. Merci de nous avoir suivis sur Monaco Info. Ce fut un plaisir d'être à vos côtés ces derniers jours. Je vous dis à très vite et je vous souhaite surtout de passer une très belle soirée sur notre antenne. À bientôt.